Hello, ici David, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu le vois, il y a marqué démo mode sur la vidéo. En fait, j'ai enregistré une vidéo ce matin, je l'ai exportée, j'ai supprimé le fichier d'origine et j'ai juste pas fait attention que ça avait marqué démo mode. En toute transparence, j'ai pas envie pour le moment de la retourner. Du coup, je voulais juste te prévenir que c'est normal que le démo mode apparaisse. J'ai pas fait attention, je sais pas pourquoi mon ScreenFlow n'a plus le numéro d'enregistrement. Je vais le remettre tout de suite. En tout cas, voilà. C'est normal que le démo mode apparaisse. Désolé pour le dérangement. En tout cas, j'espère que ça n'enlèvera en rien les conseils, les idées que je partage dans la vidéo, que ça va t'aider quand même. Je t'en dis pas plus. Je te laisse tout de suite la vidéo. Bonjour, ici David Veninck. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu spéciale parce que j'aimerais qu'ensemble on regarde dans le rétroviseur de ma vie pour que je partage avec toi les 4 évolutions, je dirais même les 4 métamorphoses, les 4 mutations que j'ai dû opérer pour évoluer, grandir, aussi bien personnellement mais aussi faire grandir mon entreprise pour passer de cette vie de salarié déçu je dirais même, à cette vie aujourd'hui de leader inspiré. Leader inspiré, c'est tout simplement cette personne qui peut créer la vie sur mesure qui l'inspire, s'épanouir à 100%, faire les choix selon ses propres termes et vivre ce qui est vraiment important pour lui de vivre. Et si je te propose de faire un petit peu ce flashback, c'est pas par ego ou pour avoir envie de parler de moi, c'est tout simplement parce que je crois que chacun, en partageant son histoire, en partageant ses déclics, en partageant les prises de conscience qu'il a eues, peut faire gagner du temps à d'autres. Et c'est mon intention avec cette vidéo, c'est qu'en te partageant mes pensées, mon vécu, certains éléments, alors pas tout évidemment, je vais la faire le plus court possible, mais en tout cas de partager ces moments charnières qui m'ont amené à avoir de véritables réflexions sur ma vie et qui m'ont amené à me poser des questions et à remettre en cause certaines croyances, certaines habitudes. Et mon intention, encore une fois, voilà, c'est de pouvoir partager avec toi ces évolutions parce que je crois que quand on veut passer à l'étape d'après, quand on veut passer au stade supérieur, on doit vivre une métamorphose. Parce que chaque nouveau stade que l'on veut atteindre nous demande d'abord de devenir la personne qu'on a besoin de devenir pour avoir le droit, gagner le droit quelque part, d'œuvrer à ce nouveau stade. Et ça passe souvent par lâcher prise sur certaines croyances, c'est-à-dire lâcher certaines croyances, en créer de nouvelles, lâcher certaines habitudes pour créer de nouvelles habitudes. Et souvent, parfois, c'est également faire évoluer nos compétences. En tout cas, une chose est sûre, c'est que sur chacun de ces nouveaux paliers, ça nécessite de développer de nouvelles compétences. Ok? Ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet. Comme beaucoup de personnes, j'ai commencé dans la peau du salarié. J'ai suivi le cursus scolaire de formation traditionnelle. Et de 2002 à 2013, j'étais dans la peau de ce jeune commercial qui a commencé en bas de l'échelle en tant que technico-commercial, puis ingénieur commercial, puis ingénieur d'affaires. Et durant toutes ces années, j'ai fait ce qu'on me demandait, j'ai essayé d'atteindre les objectifs qu'on me fixait, de faire de mon mieux pour être le bon petit soldat, jusqu'au jour où, courant 2013, j'ai Timothée, qui est mon premier enfant, qui est là. Et à ce moment-là, j'ai ces 3 petits loustics et je suis dans une situation où pour atteindre mes objectifs commerciaux, je pars très tôt le matin pour éviter les bouchons parisiens et puis je rentre très tard le soir. Et comme je suis beaucoup sur la route, puisque en tant que commercial, j'ai un secteur à visiter, il se trouve que je vois assez peu grandir mes enfants. Et d'ailleurs, Timothée, durant ces 4 premières années de sa vie, je l'ai vu très peu grandir puisque j'étais constamment sur la route. Il y a même une partie de ma vie où je travaillais le samedi. Bref, du coup, un jour, un matin, Timothée me dit « Mais papa, pourquoi tu pars encore travailler ? On est tous à la maison, on ne te voit jamais, et toi, tu pars encore travailler. » Et là, je lui ai répondu tac au tac « Mais tu sais, Timothée, pour avoir la maison, pour avoir les jouets que tu as, pour faire des activités et partir en vacances, il faut de l'argent. » Et à ce moment-là, c'est là où j'ai eu cette première prise de conscience, ce premier déclic, comme un coup de défibrillateur en moi. Et c'est vraiment cette image c'est à partir de ce moment-là que ma deuxième vie a commencé. J'ai eu l'impression de sortir de mon corps, de me voir de l'extérieur en train de dire à Timothée, tu sais Timothée, la vie, ça se résume à payer les factures. Et ça a été un événement qui m'a fait me rendre compte que je vivais en total désaccord, en total désalignement entre ce que j'avais envie de transmettre à mes enfants et ce que je vivais moi, ce que je démontrais. Et ma vie, elle démontrait pas du tout cette philosophie qui est de dire trouve un travail qui te plaît et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Suis ton cœur, suis tes tripes, suis ton intuition. Fais ce que tu as envie. Trouve ta passion et vis de ça. Comme ça, tu vas passer une vie dans laquelle tu vas pouvoir t'éclater, t'épanouir, avoir du fun. C'est ça en fait que j'avais envie de transmettre à mes enfants à ce moment-là, ou en tout cas cette vision que j'avais de leur transmettre au fur et à mesure de leur évolution, mais ce n'était pas du tout ce que ma vie
démontrait, bien au contraire, la preuve de la réponse que je lui ai donnée. Ma vie démontrait plutôt que eh bien, la vie, ça se résume à payer les factures. Et ça, en y repensant, ça vient de mon éducation, de mon système, de plein de choses qu'il y a eu par le passé. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus dans cette vidéo. En tout cas, à ce moment-là, j'ai un gros déclic. J'ai ce déclic que je ne veux pas développer cette croyance au sein ni de moi, ni de ma famille, ni de mes enfants, encore moins de mes enfants, que la vie se résume à payer des factures. Non, la vie ne se résume pas à payer des factures. On peut créer une vie sur mesure. Il faut le décider, il faut faire l'effort pour y arriver. Alors évidemment, quand j'ai cette décision-là, quand je prends cette décision-là, ça ne se passe pas tout de suite, d'accord? Et quand je me rends compte en fait de ça, je suis finalement dans une situation où je suis dans une prison dorée. Pourquoi je suis dans une prison dorée? Parce que effectivement, j'ai un poste, j'ai un niveau de revenu qui est vraiment très confortable. Je ne suis pas riche, mais je suis plutôt dans la classe moyenne haute. Du coup, ben, j'ai la voiture de fonction, on part en vacances un peu comme on veut, on ne se prive pas, on ne se pose pas trop de questions. Et malgré ça, en fait, malgré tous ces entre guillemets avantages financiers, ben moi, en réalité, au fond de moi, je manque de sens, je me sens vraiment vide. Je ne comprends pas pourquoi je fais ça. Mais à chaque fois que je suis en vacances, je me dis, mais est-ce que la vie, il n'y a pas autre chose? Est-ce que je ne peux pas vivre d'autres aventures, des choses plus exaltantes, des choses où ça m'inspire, où je peux être utile, je peux laisser un impact? Ça fait vraiment longtemps, je pense, que j'ai cette envie. Je ne sais pas si ce sera le cas un jour, mais en tout cas, j'ai envie de laisser cette trace de mon passage sur le monde. J'ai envie que les gens se souviennent de moi, j'ai envie d'accomplir des choses. J'ai envie de créer ma marque au sein, que mon passage, en tout cas, crée une marque. Je manque de reconnaissance et j'ai vraiment envie de me sentir libre. Aujourd'hui, je me sens vraiment prisonnier à cette époque-là. Je me sens vraiment prisonnier et la douleur vraiment forte que ça crée. Et je me souviens vraiment quand Timothée m'a dit ça, dans les semaines qu'on suivit, je me disais, mais c'est juste pas possible que ça continue comme ça pendant des années. En fait, si je vis ça pendant les 20 prochaines années, je vais me retourner dans 20 ans et je vais me dire, ok, David, bravo à toi, tu as payé les factures, tu as fait le job, tu as fait ce qu'on attendait de toi, tu as été le bon petit soldat, mais qu'est-ce que tu as montré à tes enfants? Qu'est-ce que tu as créé? À quoi tu as contribué sur ce monde? C'est quoi les aventures que tu as créées? C'est quoi les aventures que tu as vécues? Est-ce que tu as pris des risques? Et là, ça m'a renvoyé à quand j'étais plus jeune, où je voulais vraiment vivre cette idée de vaut mieux avoir des remords que des regrets, mais à l'époque, je n'osais pas. Souvent avec les filles, j'ai eu ma première petite amie à 18 ans, parce que j'osais pas demander, j'osais pas aller dans l'inconfort, j'osais pas me mettre en danger. Et là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je me suis dit, stop, qui t'as envie d'être? Qui t'as envie de devenir dans cette deuxième partie de vie? Tu veux être cette personne qui ose, qui prend des risques, au pire d'échouer, au pire peut-être de se créer des cicatrices parce qu'il va peut-être se blesser au passage? Ou est-ce que tu as envie d'être cet homme à la fin de ta vie qui n'a aucune cicatrice, mais qui n'a rien fait, qui n'a pas osé, qui n'a pas vécu en fait? Et à ce moment-là, j'ai vraiment eu cette envie, ce feu, c'est là que ce feu sacré a commencé à devenir de plus en plus puissant, de me dire, je m'en fiche, je vais avoir les cicatrices quand j'aurai 90 ans et que je prends mes petits-enfants sur les genoux, je vais avoir les cicatrices, je vais leur raconter que ça, je me suis fait cette cicatrice-là quand j'ai lancé tel truc, je me suis cassé le bras à tel moment, que effectivement j'ai perdu tel truc au moment où j'ai vécu cette aventure. J'ai envie de vivre une vie d'aventure, j'ai envie de transmettre ça, j'ai envie d'inspirer aussi mes enfants, mes petits-enfants plus tard, à vivre une vie d'aventure qui leur correspond et dans laquelle ils vont s'éclater, ils vont s'épanouir. Ça a été waouh, ce moment déclic. Et il m'a fallu un petit peu de temps. Et c'est uniquement tout début 2014 que là, les choses ont vraiment pu s'opérer. Il a fallu bien 6 mois, 1 an à ce que je puisse oser me dire ok. Et j'ai nourri de nouvelles croyances. Avant, il y avait tout un tas de croyances qui étaient issues de mes parents, de ma mère et de mon père notamment, évidemment, qui, pour me protéger, m'ont toujours dit ah, mais tu sais, David, il faut réfléchir à 2, 3 fois avant d'acheter quoi que ce soit. Par exemple, ne serait-ce que pour acheter un petit truc, est-ce que tu t'es vraiment posé la question du pour et du contre? Prends pas de décision trop hâtive, réfléchis-y. Et puis quand on veut faire des choses, beaucoup de fois ils m'ont dit, mais tu sais David, il y a beaucoup de gens, il y a plein de gens, il y a des millions de personnes qui rêvent. Moi, je voulais être acteur à un moment donné. Il y a des millions de personnes qui rêvent d'être acteur, mais il y en a très peu qui réussissent. Il faut du réseau. Et nous, on n'a pas de réseau, on n'a pas de piston. Il faut du piston et on n'en a pas. Tu pourras pas en avoir. Est-ce que vraiment... Et du coup, toutes ces croyances qui nourrissent cette idée de ok, mais qui je suis pour espérer voir grand? Qui je suis moi pour vouloir faire quelque chose de ma vie? Qui je suis pour espérer devenir quelqu'un un jour? Et inconsciemment, quand on développe ce genre d'idées, de croyances, on se freine, on s'auto-sabote et ça vient à ce qu'on joue petit en fait. Et là, j'ai dû développer de nouvelles croyances. J'ai dû passer de cette croyance de qui je suis, est-ce que c'est possible? C'est trop risqué, il y a trop de monde, tout le monde, si c'était si facile, tout le monde le ferait. Ah, c'est possible.
peu importe qu'il y ait du monde, je peux y arriver. C'est pas parce que plein de gens échouent que je vais échouer. C'est pas parce que plein de gens n'y arrivent pas que je ne peux pas y arriver. Développer cette croyance aussi de me dire que, ok, c'est plus important pour moi d'essayer même si j'échoue que de ne pas essayer. J'ai dû développer cette nouvelle croyance de me dire, ok, au fond de moi, je veux être cette personne qui ose, quitte à se ramasser, quitte à échouer, quitte à se faire des cicatrices, plutôt que d'être cette personne qui reste dans sa zone de confort par peur d'échouer. Je vais être cette personne qui ose malgré la peur, plutôt que de rester cette personne figée, qui n'ose rien faire, d'avoir sa copine à 18 ans, de pouvoir ne pas oser, d'à chaque fois, d'année en année, de mettre un couvercle sur ses rêves et de suivre la raison. J'en avais marre de suivre la raison. Et là, je me dis, ok, stop. À partir de maintenant, cette première décision, c'est de dire, fais-toi confiance. Et confiance en tes rêves. Et confiance en tes capacités. Tu ne peux pas savoir ce que tu es capable de faire tant que tu n'as pas essayé. Ça, c'est aussi une nouvelle croyance. Tant que tu n'as pas essayé, tu ne peux pas savoir. Donc, teste, mets-toi en difficulté. Va voir ce que tu as dans les tripes et sors les tripes, quoi, et vois ce que tu as dans le ventre. Ça, c'est ce qui m'a permis de passer au stade numéro 2. Le stade numéro 2, et la décision que j'ai prise à ce moment-là, c'est de lancer ma propre entreprise. À ce moment, je me dis, ok, je ne sais pas quand, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment, mais je veux créer une vie sur mesure. Je veux vivre de ma propre activité, je veux devenir indépendant financièrement. Alors, en toute transparence, fin 2013, la première chose que je découvre, c'est l'investissement immobilier. Et je me dis, je veux avoir des investissements immobiliers pour pouvoir vivre de rente. Sauf qu'à ce moment-là, en même temps, je découvre le business en ligne et je découvre la possibilité de vendre ses formations, d'aider d'autres personnes à se transformer en partageant ses compétences et ses connaissances. Et je me dis, ok, en réalité, j'ai cette prise de conscience que c'est ça que je veux faire. Je veux créer quelque chose qui a du sens. Je veux créer quelque chose dans lequel je me sente utile. Et j'ai été formateur par le passé, puisque j'ai été formateur commercial dans différentes entreprises. Et je me suis dit, waouh, ça, j'ai envie de le faire. Ça, j'avais adoré transmettre mon savoir, aider les autres à atteindre de nouveaux objectifs. Et si seulement je pouvais bien vivre du business en ligne en créant ma propre activité de conseil et de formation. Et donc finalement, je mets de côté cette partie investissement immobilier, je mets tout mon focus sur la création d'une activité d'infoprenariat à ce moment-là, de création de formation, notamment en vidéo ou à distance, en live sur Zoom pour accompagner mes clients à distance. Et évidemment, avant d'en arriver là, durant les 2 premières années, c'est plutôt le statut d'auto-entrepreneur rêveur que j'ai. Pourquoi ? Parce que j'ai de la chance, qu'en début 2014, je deviens indépendant, je bénéficie de la couverture Pôle emploi. Du coup, je me dis, j'ai 2 ans pour pouvoir faire mes preuves, monter mon business. À ce moment-là, en 2014-2015, je suis dans ce statut d'auto-entrepreneur rêveur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis libéré, je suis passionné, je suis heureux de pouvoir vraiment prendre du temps pour chercher et trouver ce qui me passionne et ce que j'ai envie de faire. J'organise mes journées comme je veux, donc ça c'est top. Je me forme beaucoup, je rencontre plein de nouvelles personnes. Ça nourrit ma valeur d'apprentissage, de développement. Le développement personnel est quelque chose d'extrêmement important pour moi, c'est une valeur haute pour moi. Et le fait de pouvoir me former, de pouvoir rencontrer plein de gens qui sont même plus en avance que moi, waouh, ça nourrit cette valeur là à fond. Je teste plein de choses, mais les résultats ne viennent pas. C'est-à-dire qu'en 2 ans, là en 2014, je génère 2773 € de chiffre d'affaires. Environ, j'ai mis ça, je me souviens qu'en 2 ans, j'ai généré 8773 € de chiffre d'affaires en 2014 et 2015. Du coup, je réalise, là j'ai un deuxième déclic, je réalise que les clients ne vont pas tomber du ciel. Ce déclic-là, je l'ai 4 mois avant la fin de ma couverture Pôle emploi. Parce que la fin de ma couverture Pôle emploi devait arriver fin mars 2016. Et en décembre, en gros fin novembre, début décembre 2015, je me dis, ok David, tu as généré moins de 9 000 € en 2 ans, ça commence à être chaud. Là, j'ai aucune prévisibilité sur mes revenus, je suis même pas sûr de réussir un jour. À ce moment-là, je ne sais même pas si je vais réussir à me payer et à être capable de me verser une rémunération digne de ce nom. Plus le temps passe, plus je m'inquiète évidemment vis-à-vis de ça, parce que j'ai quand même 3 enfants. Alors j'ai ma femme aussi qui travaille, mais on a 3 enfants. C'était quand même, je dirais, mon salaire qui assumait la majeure partie des revenus de notre foyer. Du coup, plus le temps passe, plus je ressens aussi une pression externe de la part de Céline, qui me fait confiance depuis le début, qui m'a toujours fait confiance, qui m'a toujours soutenu, mais je commence vraiment aussi quand même à voir que même si elle continue à me soutenir indéfectiblement,
je sens qu'il y a ce stress qui vient. Et c'est tout à fait normal. Même moi, je ressentais ce stress. Je me dis, punaise, si dans 4 mois, je ne suis pas capable de me rémunérer, bon, bah là, soit il faut que je retrouve un job, parce que je ne peux pas ne pas avoir de rémunération, c'est pas possible, soit j'ai pas d'autre choix en fait. Et puis la pression familiale, ma famille qui n'avait pas compris pourquoi je m'étais lancé, pourquoi j'avais abandonné cette superbe situation que j'avais à l'époque de leur point de vue, dans laquelle moi je me sentais vide, mais pourquoi j'avais abandonné ça, ils ne comprenaient pas et j'avais de plus en plus de pression externe. Mais est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu ne devrais pas déjà commencer à chercher? C'est dans moins de 4 mois maintenant que tu n'auras plus ta couverture pour l'emploi. Est-ce que tu ne devrais pas rechercher un job en fait, tout simplement? Et là, en fait, j'ai eu un deuxième déclic qui a été un déclic extrêmement important dans ma carrière d'entrepreneur. Ce déclic, c'est de me rendre compte que durant les 2 dernières années, quand j'ai fait le bilan, j'ai testé trop de choses. J'ai été victime de ce que beaucoup d'entrepreneurs sont victimes, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. Durant ces 2 ans, j'ai essayé plein de choses. J'ai préparé un lancement vidéo, j'ai fait des vidéos sur YouTube, j'ai développé ma liste email, j'ai essayé d'envoyer des emails du mieux que je pouvais. J'ai testé plein de trucs, j'ai pas mis mon attention dans une direction, j'ai mis mon attention et mon énergie, mon temps, dans plein de directions. Du coup, résultat des courses, évidemment, quand on court 2 lièvres à la fois, on n'en attrape aucun. Là, je courais je ne sais pas combien de lièvres à la fois. Du coup, je lis un livre à ce moment-là qui s'appelle The One Thing. The One Thing explique la puissance du focus, la puissance de choisir un objectif, une seule stratégie, un élément, quel que soit le domaine de notre vie, d'accord? Et de rester focus sur cet élément tant qu'on n'atteint pas notre objectif. Et là, je prends conscience, c'est le nouveau déclic. Je prends conscience que je suis en train de creuser 100 trous de 1 mètre. Un peu de vidéo YouTube, un petit peu de blog, un petit peu de pub, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Et le succès ne vient pas en surface, le succès arrive quand on va en profondeur dans les choses. On ne devient pas un champion olympique en faisant plein de sports. On devient un champion olympique en se focalisant sur un seul sport. On ne devient pas Ronaldo ou Zinedine Zidane en faisant le lundi du tennis, le mardi du squash, le jeudi du foot, le vendredi du basket et le week-end un petit peu de paddle. Non, on devient Zinedine Zidane quand on est focalisé sur un seul sport. On est obsédé par le foot. On pense foot jour et nuit. On rêve foot, on voit foot, on vit foot, on rencontre des gens foot. Eh bien, à ce moment-là, je me dis, c'est exactement ça que je dois faire. L'entrepreneuriat, c'est un marathon, c'est pas un sprint, et c'est surtout un sport de haut niveau. L'entrepreneuriat, c'est un sport de haut niveau. Et pour ça, il faut développer l'état d'esprit du sportif de haut niveau. Avoir une hygiène de focus où on met toute notre attention, notre énergie dans une direction. On ne doit pas se disperser, on doit investir son énergie dans une direction pour bénéficier de l'effet cumulé. De faire en sorte que chaque action que l'on réalise dans notre direction nous amène à avoir des résultats. Et donc j'ai pris la décision d'arrêter tout ce que je suis en train de faire, les différentes stratégies, d'en choisir une et de m'engager à la maîtriser le plus possible pour que je puisse obtenir des résultats. Et là, en prenant cette décision, c'est le choix de creuser un trou de 100 mètres. Plus 100 trous de 1 mètre, mais un trou de 100 mètres. Et j'ai pris la décision de développer mon activité uniquement au travers des webinaires. Parce qu'en fait, si je regardais en 2014-2015, ce qui m'a amené à réussir à développer mon activité, c'était les webinaires. Et je ne les ai pas refaits à chaque fois. C'était une grosse erreur de ma part, ça. Et ça, c'est un apprentissage que je peux partager avec toi, c'est quand quelque chose fonctionne, refais-le, continue. Et moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. Je me suis dit, ok, David, stop, tu vas faire que des webinaires, un webinaire toutes les 2 semaines au début, puis un webinaire par semaine pour accélérer la cadence, jusqu'à ce que tu puisses maîtriser le sujet, au point que peut-être tu puisses automatiser ton webinaire et que tu n'aies plus besoin de le faire. Mais en tout cas, tant que tu as besoin de le faire en direct, tu le fais en direct, tu l'améliores, tu fais l'amélioration continue pour que tu puisses comme ça aller obtenir de plus en plus de résultats. Et ça, c'est la deuxième prise de conscience que j'avais envie de partager avec toi, c'est que les clients ne vont pas tomber du ciel. On a besoin d'un système d'acquisition client prévisible, stable, si on veut développer notre activité. Et pour ça, moi, à ce moment-là, je choisis le webinaire parce que ça me correspond, ça fait partie, j'aime partager, j'aime être en direct, j'aime animer, webinaire, j'aime monter sur scène, j'aime être avec les gens. Donc, trouve ta stratégie d'acquisition client. Il n'y a pas que les webinaires, il y en a d'autres. Tu peux faire des vidéos, tu peux organiser des événements en présentiel. Il y a plein de stratégies que tu peux utiliser. La clé ici, c'est que tu te focalises sur une stratégie, une façon d'acquérir des clients de façon prédictible et fiable. Okay. Pour moi, ça a été les webinaires. Donc à ce moment-là, effectivement, je mets ce focus-là. 2016,
enfin les 8 premiers mois de 2016, je fais une douzaine de webinaires uniquement sur Pitcher comme un pro. J'en fais d'autres sur d'autres thématiques, mais sur Pitcher comme un pro, je fais 12 webinaires, ce qui me permet en 2016 de générer, du 1er janvier au 31 août, 38 000 euros. À ce moment-là, c'est incroyable, moi je suis trop content. Je peux commencer à me rémunérer un tout petit peu. Et comme j'ai une preuve que mon produit plaît, que ça fonctionne, que j'arrive à développer de la publicité, eh bien je mets en autopilote mon webinaire pour vendre mon programme de formation. À l'époque, c'était un programme de formation à 197 euros hors taxe. Eh bien, je le mets en autopilote. Et là, du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2016, eh bien, je génère 120 000 euros à peu près, ce qui fait que je finis l'année à 156 000 euros de chiffre d'affaires. Waouh, première année à 6 chiffres, rien qu'en me focalisant sur une stratégie d'acquisition client qui fait ses preuves. Ça, c'est vraiment, tu vois, la puissance de ce second déclic. Du coup, 2017, ça continue. Je génère 320 000 euros. C'est génial l'année suivante. Ce qui permet, eh bien, en 2017, de dire à Céline, qui commence à en avoir marre. Céline, elle a fait un peu le tour de son job. Ça fait des années qu'elle travaille dans des écoles primaires et elle adore les enfants, elle adore son métier, mais elle tourne un peu en rond, elle s'ennuie en fait. Elle a envie d'autre chose, elle a envie de renouveau. Je lui dis, mais pourquoi pas travailler ensemble en fait? Pourquoi ne pas me rejoindre dans mon entreprise? J'ai généré 320 000 euros cette année. Je peux largement te rémunérer 2 000 euros par mois, il n'y a pas de souci. Et du coup, Céline accepte de rejoindre l'entreprise Kaizen Attitude en 2017, ce qui nous permet, avance rapide, mi-2018, de partir en tour du monde. Alors on décide 6 mois avant, c'est-à-dire qu'on décide à ce moment, fin 2017, de partir en voyage en tour du monde pendant 10 mois. Et c'est ce que l'on fait. C'est ce que l'on fait en juin, c'est début juin, ce que l'on fait début juin 2018, on part en voyage pour notre tour du monde avec nos 3 enfants. Et c'est en voyage que j'ai mon 3e déclic. Le voyage était prévu pour mi-2018 pardon, à mi-2019. Et j'ai un déclic, c'est qu'on est à ce moment-là en Thaïlande. Ici, on a fêté en fait, on a fêté Noël et jour de l'an avec de la famille en Thaïlande. C'est génial, c'est la première fois que je faisais un Noël au soleil. Et je me rends compte finalement que mon chiffre d'affaires baisse de mois en mois depuis qu'on est parti, parce que forcément, quand je suis pas là, quand je suis pas en train de faire du marketing, quand je suis pas en train de sortir de nouveaux programmes, quand je suis pas en train de mettre de l'énergie, quand je suis pas en train de pelleter du charbon dans la locomotive de mon business, eh bien, il se développe plus en fait. Et là, je me suis rendu compte que je me suis pas créé un business, mais je me suis créé un job. Et ça, c'est le troisième déclic, la troisième prise de conscience. C'est que c'est pas parce que je suis indépendant financièrement, c'est pas parce que effectivement j'ai lancé un business qui me permet de me rémunérer que j'ai un vrai business. Je me suis créé un job. Si j'arrête de travailler, si je pars là durant les 6 premiers mois, eh bien ça déclin en fait. Et en 2018, il se trouve que je passe de 300 000 euros de chiffre d'affaires à 210 000 euros de chiffre d'affaires. Et à ce stade-là, jusque 2019, eh bien, je suis dans le 3e niveau, qui est pour moi le niveau de l'auto-salarié à l'aise. Et là encore, dans une prison dorée. Je me rebelote, je me recrée la prison dorée, un peu comme quand j'étais salarié, parce que finalement, j'en suis pas très loin de ce statut. La seule différence, c'est que je suis un auto-salarié. Je suis mon propre patron, je suis plus dépendant d'un patron, donc je me sens quand même libre, je gagne bien ma vie, donc ça va. J'ai les moyens de commencer à déléguer, c'est-à-dire que j'ai commencé à déléguer des tâches simples comme la compta, la gestion des factures ou le support de niveau 1. J'ai Céline également que j'ai recruté en salarié dans mon entreprise, donc j'ai quand même les moyens d'avoir cette personne-là à temps plein, donc ça c'est top. Je suis indépendant financièrement à 100%. Enfin, quand je dis indépendant, disons plutôt que je suis plus dépendant d'un patron, c'est moi mon propre patron, pardon, mais je suis dépendant de mes clients. Et oui, parce que si je ne trouve pas de nouveaux clients, eh ben, j'ai pas de chiffre d'affaires qui rentre, donc eh bien, au bout d'un moment, je pourrais plus me payer. Mes revenus proviennent du niveau d'effort que je mets chaque mois dans mon marketing. Et du coup, le chiffre d'affaires varie énormément d'un mois sur l'autre. Le problème, c'est que je reste le moteur de mon entreprise. Sans moi, le business s'effondre. J'aimerais bien déléguer plus, mais je me dis que je vais perdre plus de temps à expliquer comment faire à quelqu'un que moi le faire moi-même, alors que justement, je suis déjà en train de courir après le temps. J'ai envie justement de me libérer de plus en plus de temps, mais
du coup, je suis face à un truc où j'ai envie de déléguer, mais j'ai peur de déléguer, j'ai peur que ça me coûte cher, j'ai envie de déléguer, mais je sais pas comment faire, je sais pas comment trouver les personnes autonomes, je sais pas non plus comment faire en sorte que la personne elle soit le plus vite possible, je dirais, responsable et autonome dans la mission que je veux lui donner. Et du coup, ben, je repousse cette chose-là. Et je me dis qu'il n'y a que moi qui peux assurer cette tâche. En fait, j'ai cette fausse croyance que je suis indispensable dans les différents domaines de mon entreprise, que je suis le seul à être capable de faire ce que je suis en train de faire. Et du coup, j'ai énormément de mal à déléguer ben, les activités pour lesquelles je me trouve bon. Et ça, c'est une vraie erreur. C'est une croyance que j'ai dû changer, une métamorphose que j'ai dû vivre. C'est la troisième métamorphose pardon, que j'ai dû vivre pour passer au stade de leader inspiré, au stade suivant. Non, pas encore au stade leader inspiré, pardon, au stade suivant. C'est de commencer à me rendre compte que, eh bien, je suis remplaçable. Il y a plein de choses, peut-être que je suis bon, mais il y a des personnes qui sont encore meilleures que moi parce qu'elles sont focus dessus. Que moi, je suis bon dans plein de domaines, mais pour quelqu'un qui est focalisé, encore une fois, apprentissage numéro 2, la puissance du focus, eh bien, si quelqu'un est focalisé sur une zone d'expertise, une zone de talent, eh bien, il va être encore meilleur que moi. Et donc, il va être capable de fournir des résultats bien meilleurs que moi. Et j'ai appris quelque chose. J'ai appris cette notion, ça c'est fin 2019, du coup, quand je prends conscience en voyage que, ok, je ne me suis pas créé un business, je me suis créé un job, je prends conscience de me dire, ok, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais il faut que j'évolue de ce statut d'auto, entre guillemets, salarié, statut d'entrepreneur libre, au statut de dirigeant d'entreprise. J'ai besoin de structurer une entreprise. J'ai besoin de me sortir de toute l'équation de l'entreprise, que je ne sois pas partout en fait. Parce que je suis au marketing, je suis à la livraison, je suis à l'administratif, je suis à la livraison client, je suis à la vente, je suis à tous les niveaux. Et si je veux développer un business qui n'a pas besoin de moi pour continuer à croître, ou qui a besoin de moi, on va dire, non pas à 100% de mon temps, mais peut-être à, je sais pas, à 50% dans un premier temps, puis ensuite 40, puis 30, j'ai besoin de faire deux choses. Un, j'ai besoin de structurer avec une équipe, de structurer une entreprise avec une équipe, que des personnes viennent me soutenir. Et la deuxième chose, c'est que j'ai besoin eh bien, de trouver et de mettre en place des process pour que ça soit le système qui permette et de livrer les clients et d'obtenir de nouveaux clients, et plus moi. Que ce ne soit pas moi, David Venin, qui apporte les résultats pour l'entreprise, mais que ce soit les process que j'applique qui apportent les résultats à l'entreprise. Et ça a été quelque chose de majeur. Ici, il y a une idée qui m'a traversé l'esprit que j'avais envie de partager avec toi, mais elle s'est échappée. C'est pas grave, elle va certainement me revenir. Oui, voilà, ça que je voulais te dire. J'ai cru pendant longtemps que l'automatisation était la clé pour obtenir des revenus passifs avec son business. Que quand un business était automatisé, ça y est, c'était le Saint Graal et on pouvait obtenir des rentes. Faux! Mon business était vraiment automatisé. Là, quand je pars en 2018, mon chiffre d'affaires est automatisé. C'est-à-dire que j'ai une campagne de publicité Facebook qui envoie mes prospects sur un auto-webinaire. Donc c'est automatisé, je n'ai pas besoin de faire le webinaire, c'est en autopilote. Et puis les gens achètent un produit d'information. Donc la livraison aussi est automatisée. À ce moment-là, l'acquisition client et la livraison sont automatisées, allez, à 95%. Il y a un petit peu de support. Moi, je propose également d'autres produits où j'interviens avec du coaching individuel. Mais globalement, une grosse partie de mon business est automatisée. Le truc, c'est que l'automatisation, entre mon départ du tour du monde et le milieu, c'est-à-dire les 6 mois qui ont suivi, les coûts publicitaires ont augmenté. Du coup, mes campagnes étaient de moins en moins rentables. J'en suis arrivé à avoir une rentabilité qui était à 1. C'est-à-dire que chaque euro investi en publicité me rapportait 1 euro de chiffre d'affaires. Du coup, je ne générais pas de profit. Et même si je générais du chiffre d'affaires, les profits fondaient comme neige au soleil. Du coup, sur les 210 000 euros de chiffre d'affaires, en fait, il y a des profits qui ont énormément fondu, qui ont énormément diminué. Et en réalité, j'ai commencé à taper dans la trésorerie que j'avais constituée durant l'année précédente en 2017. Et ma trésorerie diminuait de mois en mois parce qu'en réalité, je dépensais plus que ce que je générais de profit. Et là, c'est là où je me suis rendu compte que l'automatisation, ça a une limite en fait. Que la véritable clé pour créer un vrai business, l'automatisation est un des leviers et c'est génial, mais il n'est pas suffisant. Il faut associer à l'automatisation une équipe, de la délégation humaine, des gens qui puissent, non ça se dit pas, des gens qui peuvent venir te soutenir, t'aider, prendre en charge des choses. Si j'avais, avant de partir en voyage par exemple, délégué la partie publicitaire Facebook à un média buyer ou à une agence, ils auraient pu
constaté la baisse de rentabilité de la campagne, ils auraient pu faire des changements. Chose que, effectivement, j'aurais pu faire aussi en voyage, tu vas me dire. Mais sauf qu'en voyage, moi, j'avais envie de profiter. J'avais envie de vivre à 100% mon voyage. J'avais pas envie de travailler 8 heures par jour. Donc, je travaillais que très peu durant mon voyage, en tout cas dans les 6 premiers mois. Parce que ça a changé un petit peu dans les 6 mois qui ont suivi. J'ai dû augmenter le volume de travail. J'ai dû augmenter le volume d'heures que je passais à travailler, même si j'ai profité de mon voyage quand même, j'ai travaillé beaucoup plus que prévu. Parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas un business, mais j'avais un job. En tout cas, ça m'a permis de me dire que quand je suis rentré de voyage, je me dis ok, stop. Là, il faut absolument que tu passes à ce nouveau statut. Tu n'es plus un simple entrepreneur libre. C'est génial d'être entrepreneur, mais c'est plus suffisant pour toi. Tu as besoin de développer de nouvelles compétences, de recruter des gens, de fédérer une équipe autour de toi pour que tu puisses développer un véritable business. Ça a été la troisième évolution que j'ai dû vivre, c'est apprendre comment recruter, comment obtenir des A-players dans mon équipe, comment déléguer là où des choses que je sais faire, où je suis bon, comment faire pour passer beaucoup plus de temps sur le business plutôt que dans le business. Et du coup, j'ai commencé à mettre en place ces actions, à commencer à recruter. À partir de fin 2019, début 2020, je commence à déléguer de nouvelles tâches, des tâches à plus haute valeur ajoutée, comme par exemple la vente, le closing, c'est plus moi qui fais le closing, j'ai une première personne, puis une deuxième personne qui rejoint l'équipe. Je délègue d'autres tâches comme l'achat de trafic, même si c'est quelque chose que j'adore et dans laquelle je suis bon, je me rends compte qu'en fait en déléguant ça, ça me libère du temps pour passer sur d'autres missions. Et du coup, 2020, c'est l'année de la structuration, de la croissance et du développement qui me permet d'aller exploser les chiffres, de faire cette fameuse année à 7 chiffres et d'aller faire beaucoup plus de résultats que lorsque l'on est seul. Mais en réalité, si je suis honnête et que je regarde mon parcours sur fin 2019 jusqu'à fin 2020, je deviens un manager stressé. En réalité, effectivement, j'ai commencé à déléguer les tâches les plus importantes, voire stratégiques comme le closing, l'achat de trafic et puis d'autres aspects de la livraison. Effectivement, je recrute un premier coach, puis un deuxième coach, puis d'autres pour m'aider à livrer les clients. Il m'arrive régulièrement d'être frustré de travailler avec des gens que je ne trouve pas au niveau malheureusement, parce que ce n'est pas parce qu'on s'entoure de personnes que ces personnes-là sont systématiquement les bons profils. Je perds du temps à réexpliquer les choses et à contrôler mon équipe. J'ai cette croyance que je dois contrôler parce que comme j'ai parfois des mauvaises expériences, du coup je contrôle trop l'équipe. Alors oui, je réussis à faire plus de chiffre d'affaires qu'à l'étape d'avant, mais je fais beaucoup moins de bénéfices. Là encore, effectivement, alors comme j'alourdis la charge de mon entreprise, parce que je rajoute des postes, je rajoute de l'humain, et l'humain effectivement reste une ressource qui peut quand même effectivement représenter un poste important, le chiffre d'affaires se développe, mais les charges se développent aussi. Du coup, le rapport temps, stress, gestion humain, bénéfices complémentaires, n'est pas forcément pour moi au rendez-vous. Je me retrouve avec un agenda qui est rempli de réunions, chose qui ne me passionne pas dans la vie. Moi, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout mon truc d'enchaîner les réunions et ce genre de choses. J'ai du mal à trouver suffisamment de temps 100% focus sur ma zone de génie. Moi, je suis un entrepreneur artiste, c'est-à-dire que j'aime créer. Tu vois ce que je suis en train de faire là, cette vidéo, je prends du plaisir, j'adore ça. Imagine des concepts, imagine des frameworks, des systèmes pour rendre des concepts complexes simples, pour les expliquer à mes clients, pour les expliquer aux gens qui me suivent. Ça, j'adore créer, j'adore utiliser le paperboard pour pouvoir imaginer des systèmes pour atteindre des objectifs et puis les transmettre à mes clients et à ma communauté. Mais être un manager, ça, c'est pas mon truc. C'est vraiment un truc qui m'inspire pas. Tout ça, du coup, ça me crée des charges émotionnelles qui sont extrêmement lourdes. J'ai du ressentiment auprès des membres de mon équipe qui n'atteignent pas leurs objectifs. J'ai de la culpabilité de ne pas réussir à fédérer. Je me juge d'être un mauvais manager parce que forcément, je suis mauvais manager parce que ça ne m'inspire pas vraiment en fait de l'être. Et du coup, ça crée du stress, ça crée de la culpabilité, ça crée de la honte. J'ai de plus en plus de psoriasis dans les cheveux, tellement le stress a un impact sur le physique. Bref, en plus de ça, je me dis que je ne peux pas prendre de vacances, parce que si je pars en vacances, les gens ne vont pas être capables de gérer. Moi qui voulais développer une équipe justement pour m'extirper d'un certain nombre de choses et gagner du temps, ce n'est pas le cas. Mes journées de travail sont encore plus chargées que lorsque j'étais salarié. D'ailleurs, Céline me le reproche. Céline me dit, mais attends, tu travailles encore plus qu'avant. Franchement, je préférais quand tu étais salarié, je préférais que tu arrêtes ton entreprise et que tu retrouves un job. Waouh, ça c'est un coup, ça fait mal. Quand Céline, elle me dit ça, franchement, ça pique parce que si j'ai créé mon business, c'est pas pour délaisser ma famille. C'est pas pour pour arriver à péter mon couple. J'ai fait mon business pour m'épanouir, mais pour également avoir un véhicule, un système qui me permet de faire vivre à Céline
et à mes enfants une vie qui nous inspire, une vie dans laquelle on s'éclate ensemble, on développe la complicité, on développe du temps, on peut faire plein de choses ensemble. Le tour du monde a été une magnifique expérience tous ensemble. Mais là, quand j'arrive à un stade où finalement je travaille énormément plus qu'avant, bah Céline me dit stop, franchement, c'est plus possible, quoi. Et je rêve d'avoir une équipe autonome qui est inspirée et proactive, mais je ne sais pas comment faire évoluer les choses. Et j'ai de plus en plus de pression sur l'argent en plus, parce que comme j'ai des gens qui travaillent avec moi, je me sens responsable d'eux. C'est-à-dire que si je ne suis pas capable de les payer parce que on ne fait pas assez de profit, je culpabilise et je me dis waouh, ça va créer un problème. Du coup, voilà, il y a toute cette pression-là qui s'accumule. Et du coup, j'ai cette prise de conscience que je passe plus de temps à manager qu'à œuvrer dans ma zone de génie. Et que je suis un manager et non pas un leader. J'attends, le déclic que j'ai ici, c'est que je suis trop dans la délégation. Excusez-moi, je suis trop dans la délégation et surtout et dans la délégation qui n'est pas de la bonne façon. C'est-à-dire que je suis pas en train, je me suis rendu compte finalement que je n'étais pas en train de déléguer, j'étais en train de me débarrasser de tout un tas de choses que j'avais plus envie de faire. Je me suis débarrassé du closing parce que j'avais plus envie de faire du closing. Je me suis débarrassé de certains aspects de la livraison parce que ça m'inspirait plus certains aspects. Alors le media buying, je me suis pas débarrassé parce que j'aimais faire ça. Ça a été un bon élément de délégation, mais il y a plein d'aspects sur lesquels je me suis débarrassé des choses, ce qui fait que ça ne pouvait pas forcément fonctionner au niveau auquel j'aspirais. Parce que quand tu te débarrasses des choses, eh bien, tu n'es pas un leader, tu n'es pas dans cette posture où tu vas aider la personne à qui tu as délégué le sujet de performer, de le soutenir et de le challenger à part égale pour qu'il puisse fournir le même résultat si toi-même, tu n'es pas inspiré par ce sujet-là. Du coup, j'ai compris qu'il fallait que, avant de pouvoir déléguer, je réintègre mon plaisir, le fun, l'envie et l'appréciation de la tâche, la mission que j'avais envie de déléguer pour faire en sorte que je sois capable d'être un bon leader pour la personne auprès de qui je la délègue. Et que je sois capable également de ne pas déléguer en leur disant comment faire, mais au contraire, d'être ce leader qui explique la vision, qui amène de la clarté sur où est-ce qu'on va, pourquoi on va là-bas, qu'est-ce qu'on veut accomplir, pour fédérer et l'idée, et que les gens soient responsables de leurs objectifs et qu'ils disent waouh, j'ai envie de contribuer à ça. J'ai envie effectivement de mettre en place les moyens pour atteindre cette vision-là. Et un bon leader, transmet le pourquoi et pas le comment. Et ça, c'est une prise de conscience également que j'ai eue, d'être capable de me dire, ok, je dois développer de nouvelles compétences. La prise de conscience numéro 4, ça a été de passer de ce statut de manager au statut de leader. Et pour ça, il faut lâcher un tas d'habitudes, développer de nouvelles habitudes, savoir comment organiser des bons meetings. Je détestais les réunions, non pas parce que, en fait, c'est pas que j'aimais pas les réunions, c'est qu'il y avait deux choses. Un, je ne savais pas comment gérer de bonnes réunions efficacement. Donc, je me trouvais nul, je me trouvais mauvais, donc forcément, j'avais pas envie de le faire et je me disais que je n'aimais pas ça. Et puis, comme je jugeais les personnes qui étaient à l'intérieur, je prenais pas du plaisir d'être avec ces personnes-là pour la plupart du temps. Du coup, il fallait que je change à l'intérieur de moi, moi, d'apprendre comment être un bon leader pour faire en sorte que les personnes qui viennent travailler avec moi puissent exprimer leur plein potentiel et effectivement puissent briller et que j'apprenne à leader les réunions de la bonne façon, que j'apprenne à leader les équipes de la bonne façon. Et ça a été la 4e évolution que j'ai dû faire, changer de croyance vis-à-vis de moi et du management, changer de croyance vis-à-vis de la façon dont on gère une équipe, changer de croyance sur la façon de qu'est-ce qu'un leader en fait et comment est-ce qu'un leader doit exprimer son potentiel, mais aussi permettre aux autres d'exprimer le leur. J'étais trop également dans le soutien la plupart du temps. Je n'osais pas challenger mes équipes, donc réintégrer l'importance de challenger et de soutenir à part égale, aussi comme un coach va pour permettre à ses clients de vivre et d'exploiter leur plus grand potentiel. Un bon coach doit soutenir et challenger à part égale. Être que dans le soutien, ça infantilise et ça ne permet pas à l'autre de se réaliser. Et être que dans le challenge, ça fait perdre les moyens à l'autre. Il faut être à part égale dans ces deux éléments-là. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai fait ces évolutions-là, que j'ai commencé à travailler, à développer mon leadership, à me former, à apprendre comment gérer de bonnes réunions, à mettre en place des scorecards, à savoir comment donner de la clarté à mon équipe, comment également faire en sorte d'avoir des tableaux de bord. J'en avais énormément de tableaux de bord. Moi, je suis un fan des tableaux Excel. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je le fais énormément pour moi. Mais je n'étais pas capable, et aussi étrange peut-être que ça puisse paraître, je n'étais pas capable de faire en sorte que mon équipe puisse bénéficier de ça.
Et du coup, ça, j'ai dû apprendre à le faire également. J'ai dû progresser là-dessus pour enfin vivre ce statut de leader inspiré. Aujourd'hui, je suis entouré d'une équipe de A-players. Chaque membre est aligné à la culture et aux valeurs du mouvement que je veux développer. Chacun est responsable et autonome. Je n'ai pas besoin de micromanager. Je suis reconnaissant par rapport à mon équipe. Je n'ai plus de ressentiment. Et à chaque fois que, je sais qu'à chaque fois que je juge quelque chose, c'est moi qui l'ai créé. Ça vient de moi en fait. Et que je dois d'abord regarder à l'intérieur qu'est-ce qui se joue en moi qui a fait que j'ai créé cette relation, qui a fait que j'ai créé la situation que je suis en train de juger en fait. J'ai le temps d'exercer ma mission, d'apprendre, de progresser, de réaliser mes rêves et mes envies. Et je me sens inspiré, nourri. Et je vis dans l'abondance. Et quand je dis l'abondance, c'est à tous les niveaux. Pas que financier, évidemment. C'est aussi dans l'abondance de la paix intérieure, de l'amour, de chaque situation, des relations, des expériences. Et de faire finalement uniquement les choses qui comptent et de choisir, d'avoir la capacité de choisir de faire les choses qui sont les plus importantes pour moi. Ce qui s'est passé en fait à ce moment-là aussi, c'est que mi-2021, je m'associe à Julien Musi. Julien Musi qui est pour moi un des top 3 des coachs français dans le thème de la haute performance, notamment pour les entrepreneurs. Julien, c'est un ancien joueur de haut niveau, un ancien tennisman de haut niveau qui a joué, qui a été en pôle France de ses 12 ans à ses 16 ans, qui a un mindset de champion et aux côtés de qui j'apprends énormément. Et on s'est associés tous les deux en mai 2021 au sein de No Limit Impact. On a créé ensemble une nouvelle entreprise qui s'appelle Enely Business et qui, en 2021, No Limit Impact a généré 3,5 millions de chiffre d'affaires et on a ensemble généré 1,5 million au premier trimestre 2022. Et voilà, l'autre objectif, c'est de transmettre aujourd'hui ce parcours-là. On a lancé, on a fait évoluer. Julien avait créé depuis des années un programme qui s'appelle Limitless Scaling, qui a été, pour moi, je crois que c'est un des seuls programmes en France qui a permis à autant de coachs, d'infopreneurs, de formateurs ou même de thérapeutes qui avaient déjà une activité à 6 chiffres à passer à 7 chiffres, de passer le fameux cap des 80-100 000 euros par mois. Aujourd'hui, à l'actif de Julien et ensuite moi, quand j'ai rejoint l'aventure, aujourd'hui, il y a plus de 30 personnes qui ont dépassé ce cap-là des 100 000 euros par mois. Et aujourd'hui, on est dans une nouvelle phase également. C'est qu'on a lancé Croissance Harmonieuse. Croissance Harmonieuse, c'est un programme qui a pour objectif, il y a 3 grands objectifs. Le premier objectif, c'est pour les personnes qui sont au statut de l'auto-salarié à l'aise, de passer au statut de leader inspiré, de passer de 6 à 7 chiffres sans passer par la case manager stressé. Moi, j'y suis passé, c'est pas agréable. Je sais que c'est possible d'éviter cette phase-là. Je sais qu'on peut passer de l'auto-salarié à l'aise au leader inspiré, c'est-à-dire quelqu'un qui est tout seul ou qui a une toute petite équipe, peut-être un assistante ou un assistant, mais qui veut ne pas simplement avoir un job, mais créer un véritable business, fédérer une équipe autour de lui pour augmenter ses profits et non pas alourdir avec une équipe et puis ne plus avoir de profit, ça n'a aucun intérêt. Donc de passer de 6 à 7 chiffres sans sacrifier le profit, sans sacrifier son plaisir, sans sacrifier sa vie de famille, sans sacrifier son épanouissement, donc en évitant la case du manager stressé. Ça, c'est pour le premier type de profil qu'on a créé Croissance Harmonieuse. Le deuxième type de profil pour lequel on a créé Croissance Harmonieuse, c'est les personnes qui sont comme moi je l'étais à l'époque, dans le statut de manager stressé, qui ont déjà commencé à vouloir fédérer une équipe, mais qui n'y arrivent pas, qui ont constamment l'impression de devoir manager et de perdre des profits, qui s'éteignent petit à petit parce que finalement, ils n'exercent plus, ils n'œuvrent plus dans leur zone de génie. Du coup, ça c'est le deuxième type de profil pour sortir de cette situation de manager stressé et d'arriver à la situation de leader inspiré. Et puis on a également certaines de personnes au sein de Croissance Harmonieuse qui sont des leaders inspirés, c'est-à-dire qu'ils ont une équipe, ils ne sont pas stressés par le management, tout se passe bien de ce niveau-là. Par contre, ils n'ont pas la base que moi j'ai mis en place par contre depuis des années, qui est une acquisition client stable. Peut-être qu'ils avaient un système d'acquisition mais qui ne fonctionne plus aussi bien qu'avant. Peut-être qu'à cause de l'augmentation des coûts publicitaires, leur rentabilité se casse la figure. Peut-être qu'ils avaient avant une source organique mais qui ne fonctionne plus aussi bien et ils ne savent pas comment se développer. Et ils ont besoin d'une stratégie d'acquisition stable et pérenne pour continuer à développer leurs profits et obtenir beaucoup plus de maîtrise sur le développement de leur chiffre d'affaires pour vraiment passer de 6 chiffres à 7 chiffres en 12 mois.
Ça, c'est également un autre type de profil, ce profil qui vit des mois de chiffre d'affaires en dents de scie, qui en a marre de stresser sur comment est-ce qu'il va payer les prestataires, les salariés s'il en a, toutes les personnes qui travaillent avec lui, les charges, et qu'il veut avoir de la sérénité sur le fait qu'il est capable, avec toute la maîtrise possible, de générer le chiffre d'affaires et surtout les profits dont il a besoin pour pouvoir vivre la vie sereine dont il rêve. Ça, c'est ce que l'on permet de faire également au sein de Croissance Harmonieuse. Harmonieuse, c'est notre programme d'accompagnement sur 12 mois pour les entrepreneurs, les coachs, les infopreneurs qui veulent vraiment avoir de l'impact, les formateurs ou les thérapeutes qui veulent créer des véritables programmes d'accompagnement individuel ou de groupe et qui veulent passer de 6 à 7 chiffres sans sacrifier le profit, voire même en faisant jusqu'à 50% de profit. Ça, c'est ce que les conseils que l'on donne à nos clients sont dans l'objectif de leur permettre de faire jusqu'à 50% ou plus pour certains, mais jusqu'à 50% de profit. Et tout ça sans sacrifier leur épanouissement et leur réalisation personnelle. Voilà à la fois pour mon histoire, pour ces différentes évolutions et j'espère que ça t'a aidé, j'espère que les déclics que j'ai eus, le partage de mon parcours t'a peut-être aidé toi aussi à te rendre compte peut-être là où tu en es, des croyances que tu as identifiées qui peut-être aujourd'hui te limitent et de mettre un doigt dessus te permettra de pouvoir t'en débarrasser si tu penses que c'est mieux pour toi de t'en débarrasser. Et puis, si tu veux en savoir plus sur croissance harmonieuse, sous la vidéo, je te mets un lien pour que tu puisses comme ça aller découvrir ce qu'est croissance harmonieuse plus en détail. Est-ce que c'est pour toi? Si tu as envie de voir comment est-ce qu'on peut t'accompagner justement à atteindre ce statut de leader inspiré avec ton entreprise, on peut vraiment t'y aider. Donc, regarde sur le lien sous la vidéo. Voilà, c'était une vidéo qui, je pense, je ne sais pas combien de temps ça fait, mais qui va être, je pense, un peu longue. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo, si ça t'a plu, que je partage en fait de cette façon-là. Dis-moi si tu as des commentaires, des remarques, des questions par rapport à tout ça. Sens-toi libre, mets-les-moi en commentaire. Moi, je te souhaite une belle fin de journée. D'ici à ce qu'on se reparle, comme d'habitude, ose, sois toi-même et réalise-toi pleinement chaque jour. À très vite.